je crois très sincèrement, très profondément que si on est fidèle à soi et qu'on fait quelque chose qu'on défend, auquel on croit et qu'on est authentique dans cette démarche, ça peut pas être mal reçu. Au pire, les gens n'adhèrent pas à notre vision, mais si on l'a fait avec vraiment professionnalisme, amour, sérieux et qu'il y a une histoire, une réflexion derrière, je voyais pas comment j'allais pouvoir me faire, entre guillemets, «saquer». Du coup, j'ai proposé un récital, complètement pas classique. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres dont Foutez-vous la paix et le tout dernier, La magie de l'ordinaire. Dans cette émission, j'aime aussi inviter des gens qui témoignent de comment être soi, du chemin de leur vie qui les ont amenés à pouvoir trouver leur voie. Et aujourd'hui, je reçois Marina Viotti, que vous connaissez peut-être, qui est une des plus célèbres chanteuses lyriques d'aujourd'hui. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Marina. Bonjour Fabrice. Je suis tellement content de te recevoir, non seulement parce que j'adore ce que tu fais et que j'ai plein d'affection pour toi, mais aussi parce que je trouve que ton histoire est extrêmement inspirante. Et peut-être pour commencer, on peut partir de ce qui s'est passé à l'ouverture des Jeux Olympiques. Comment tu t'es retrouvée là et qu'est-ce que tu y as fait? C'est une très bonne question parce que, je ne sais pas exactement comment je me suis retrouvée là, au sens où je ne sais pas qui a donné mon nom. Je le saurai probablement jamais, mais je sais pourquoi je me suis retrouvée là. Donc j'ai chanté avec le groupe de métal Gojira, devant la conciergerie, en flammes, en sang, pour rappeler la Révolution française, avec, Marie-Antoinette décapitée, dès le début, de façon, très théâtralisée. N'oublions pas que c'est Thomas Joly qui mettait en scène les JO et que c'est un metteur en scène. Je faisais le lien entre cette chanson révolutionnaire qu'on avait retravaillée version métal et l'opéra Carmen, parce que selon lui, en fait, c'est la révolution qui a amené à l'égalité, peut-être la liberté, l'amour. Donc c'était un message auquel, en plus, je crois. Et je me suis retrouvée là parce que en France, je crois que l'ambassadrice la plus connue pour parler de réunir les genres, de l'épique, du métal et du classique, c'est probablement moi. C'est-à-dire que j'en parle depuis toujours. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, à quel point on peut en fait créer des univers en mélangeant les genres, les gens. Et étant moi-même ancienne métalleuse et chanteuse d'opéra, ça faisait tellement de sens et je suis tellement reconnaissante en fait que j'ai pu faire partie de ce tableau-là aux Jeux Olympiques et montrer un peu au monde et à 3 milliards ou 2 milliards de personnes que c'est possible en fait d'obtenir quelque chose de grandiose et de beau en mélangeant des univers qui a priori ont l'air opposés. Et c'est vraiment quelque chose que je défends, c'est vraiment qui je suis aussi. Et pour moi, c'était un petit peu un clin d'œil du destin aussi de dire, bah voilà, c'est qui tu es, c'est ta vie en fait. Parce que je venais de commencer à chanter ma première Carmen un mois avant. Et ben, je quittais le métal il y a 10 ans pour changer de vie. Et donc d'être dans ce tableau-là, c'était vraiment pour moi, c'était un cadeau, quoi. Et un beau message aussi pour les générations futures de soyez qui vous êtes, en fait. Et finalement, ça vous amène loin. Et c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup au début reproché, on m'a beaucoup dit qu'il fallait pas que je parle de ce passé de métalleuse, parce que dans le classique, ce serait mal accepté, qu'on avait du mal avec les gens qui sortaient des boîtes. Et j'ai revendiqué ça un petit peu. C'était beaucoup d'obstacles à surmonter, d'obstacles aussi mentaux, des fois, d'images qu'ont les gens. C'est toujours un défi, les gens voudraient toujours qu'on soit quelque chose, mais Mhm. si on est ce que les gens veulent qu'on soit, ça n'intéresse personne. C'est un peu un Finalement, des oui, défis. tout à fait. Et alors qu'est-ce qui t'a donné la force, le courage, ou qu'est-ce qui a fait que tu assumes ce passé de chanteuse métal étant devenue chanteuse d'opéra? Et on verra après comment t'es passée de chanteuse métal à chanteuse d'opéra, parce que ça c'est une histoire invraisemblable, complètement stupéfiante, mais déjà, comment t'as fait pour assumer ça? Parce qu'on doit avoir peur que du coup les gens te donnent moins de rôle, que tu sois moins C'est- apprécié, parce que ouais. chanteuse d'opéra, tu dépends beaucoup du regard des autres sur toi. Oui, mais finalement, j'ai eu la chance de commencer finalement très tard l'opéra, parce que je suis arrivée, j'avais 25 ans.
On en parlera après, comment s'effectue ce changement de vie. Mais donc, j'étais déjà assez consciente de qui j'étais et de qui je voulais être aussi et de ce que je voulais défendre. Et de toute façon, c'est aussi un peu ma personnalité depuis toute petite. Je suis très curieuse de beaucoup de choses et je suis un peu une personnalité multiple, un peu un caméléon. J'aime être confrontée à d'autres types de personnes, d'autres types d'endroits. J'aime aussi ces côtés communautaires qu'on peut intégrer et les codes de chaque communauté. C'est ce qui fait que je me suis à un moment orientée dans le marketing, en fait. Et d'ailleurs, j'adorais aussi la sociologie dans la philosophie. Ça m'a toujours passionnée et du coup, ça fait vraiment tellement partie de qui je suis que je me suis dit, au début, j'ai essayé de cacher ça. Donc, je suis arrivée à Vienne, en Autriche, gothique, tatouage, piercing, gros écarteurs dans les oreilles, énormes cheveux noirs, franges, un peu comme aujourd'hui au niveau ici, mais avec un autre look là. Et à Vienne, en Autriche, c'est vraiment pas, je dirais, l'endroit de l'ouverture sur des styles un peu excentriques. C'est très traditionnel, surtout dans l'opéra. Et on m'a dit, si tu restes comme ça, tu feras rien. Et je me suis dit, en quoi l'apparence reflète qui je suis? Finalement, ça reflète pas qui je suis. Qui je suis, c'est qui je suis. Tant pis si je change de look. Et en même temps, le déguisement, ça fait aussi partie de ma vie depuis toujours. Et donc, je me suis dit, bon, je vais m'adapter à ce moule. Et donc, j'ai eu une tenue, une façon de m'habiller, d'être plus attendue, plus traditionnelle pendant les 3 premières années. Et finalement, j'ai découvert assez vite, en arrivant ensuite en Suisse, dans le conservatoire où j'ai commencé mes vraies études de chant, avec tout ce qui va avec, le théâtre, etc. Je me suis rendu compte que plus je réfrénais en fait qui j'étais vraiment, moins j'avais l'impression d'être sincère dans mon art et moins ça fonctionnait en fait. Et donc, dès les premiers récitals d'étudiants, j'ai commencé à casser quelques codes, avec toujours cette peur, parce que tout le monde me disait, mais tu vas te faire tuer par le jury, ils vont te plomber, ils vont te mettre des mauvaises notes. Mais en fait, je crois très sincèrement, très profondément que si on est fidèle à soi et qu'on fait quelque chose qu'on défend, auquel on croit, et qu'on est authentique dans cette démarche, ça peut pas être mal reçu. Au pire, les gens n'adhèrent pas à notre vision, mais si on l'a fait avec vraiment professionnalisme, amour, sérieux, et qu'il y a une histoire, une réflexion derrière, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir me faire, entre guillemets, saquer par le jury. C'était les mots qu'employaient certains professeurs. Et du coup, j'ai proposé un récital complètement pas classique, où je parlais aux gens, où j'avais créé une histoire, où j'avais mis du jazz, de la chanson, de l'opéra, mais ça racontait quelque chose. Et en fait, ça a été très, très bien reçu et même encouragé. Et ça a donné suite pour plein d'autres gens, après, à cette possibilité finalement de créer quelque chose de nouveau. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un besoin presque dans l'univers de l'opéra. En tout cas en Suisse, dans beaucoup de festivals, on me proposait des cartes blanches parce que le public peut-être avait envie de quelque chose de nouveau. Ah bah tiens, Marina, elle va nous créer un truc. Et moi, j'ai des idées tout le temps, donc j'étais trop contente d'avoir cette possibilité-là. Et j'ai très vite eu cette image finalement de chanteuse d'opéra, mais un peu hors box, hors boîte. Et ça me va très bien. Et après, je me suis dit, on peut pousser les choses encore plus loin. Et encore aujourd'hui, j'essaye vraiment de... Mon but, c'est d'ouvrir, en fait, d'ouvrir à tout le monde, d'ouvrir les genres, d'ouvrir les cœurs, mais d'ouvrir aussi peut-être une curiosité. Et je me rends compte que finalement, on est plusieurs à faire ça et que c'est non seulement bienvenu, mais nécessaire aussi. Et ça fait avancer les choses et peut-être que c'est une des clés pour renouveler un public qui a du mal à revenir à l'opéra. Comment tu as eu l'idée de t'engager dans la musique enfant et de faire du métal? Alors, au tout début, faut vraiment partir de... Je suis née d'un père chef d'orchestre et d'une mère violoniste. Donc, je suis littéralement née dans la musique, c'est-à-dire que mes parents, qui avaient à l'époque vraiment pas beaucoup d'argent, me mettaient dans le couffin, dans la fosse d'orchestre. Donc, je suis vraiment... c'est Obélix, quoi. Je veux dire, je suis née dedans. Ça a fait partie de mon univers depuis toute petite. On est 4 enfants, donc j'ai 3 frères et sœurs. Et on est vraiment... on a été bercés par ça, puisque mon père, qui était du coup quelqu'un d'assez unique, finalement, ou de rare, avec le recul, maintenant je le vois, puisque je fais partie de ce milieu, emmenait en fait toute sa famille avec lui en production. Donc les 4 enfants, ma maman, la babysitter, toutes les valises, et on partait, dès qu'il partait plus longtemps que 2 semaines, on partait avec lui. Donc on a vécu dans des tas de pays différents, on était scolarisés en école publique en France, mais il nous laissait partir tant qu'on gardait le niveau. Et donc j'ai vécu à la fois
dans cet univers à l'époque, en plus, les costumes, c'était encore des grands costumes d'époque. Les maquillages étaient vraiment outranciers pour qu'on voit de loin. C'était toute une autre façon de faire du théâtre. Et je voyais ces divas que je voyais depuis le public. Et après, je les voyais de près, ça faisait peur. Elles avaient ces immenses sourcils, des immenses yeux, ces perruques incroyables. Je me disais, mais c'est génial, c'est son métier, c'est une princesse, elle est déguisée, c'est comme ça qu'elle... Enfin, moi, j'adorais, je mettais des habits de ma grand-mère, de ma maman, je créais des costumes, je mettais en scène mes frères et sœurs dans des opéras. On vivait dans l'opéra, c'est-à-dire Mais que... tu préférais quand même, tu dis, être chevalier que la princesse. Ah ouais, toujours. Par contre, j'ai toujours un côté Mulan. Je sais pas trop pourquoi, j'ai toujours pensé que j'aimais faire du cheval, je faisais du cheval, c'était ma grande passion. Je faisais aussi du karaté. J'ai toujours un côté un peu très masculin depuis toute petite, qui est pas du tout étonnant quand on voit aujourd'hui les rôles que je fais, qui sont très aussi masculins. Mais j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé... J'ai 2 frères et une sœur, mais je suis l'aînée. Et voilà, bref, du coup, ma maman nous préparait en fait aux opéras qu'on allait voir dirigés par mon père, en nous les faisant écouter toute la journée, en nous racontant l'histoire pour qu'on arrive et qu'on soit pas, quand on a 7 ans ou 8 ans, décontenancé de 3 heures de Bellini. Donc ça a été vraiment mon biberon, et jusqu'à mes 18 ans. Et là, un petit peu avant mes 18 ans, à 16 ans, je faisais de la flûte traversière. Alors pourquoi ? C'était pas une passion, mais mon papa m'avait dit, à 8 ans, je voulais être chanteuse. Déjà, je chantais toute la journée, on voit dans toutes les vidéos, je suis tout le temps en train de chanter. Et il me disait, si tu veux être chanteuse, fais de la flûte, parce que c'est le même instrument, c'est la même façon de respirer, de s'utiliser le souffle. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Mais bon, je le faisais sans grande passion. Mais j'avais intégré un orchestre, et dans cet orchestre, le corniste, l'instrument d'ailleurs qu'a choisi ma sœur, était métalleux. Et moi, ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours été un peu curieuse de ce qui était différent. Et comme dans ma famille, c'était très musique classique, avec un peu de Phil Collins et de Genesis, mais voilà, c'était le max, et Jean-Jacques Goldman. Mais sinon, c'était beaucoup classique. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de ce côté un peu totalement opposé auquel je croyais. Enfin, comme on a tous un peu ce cliché sur le métal, c'est une musique violente, c'est du bruit. Il m'a dit, je t'assure, tu devrais venir à ce concert. C'est une femme qui chante et elle vient de l'opéra. Alors, j'ai fait, ah bon ? Il y a du métal avec de chanteuses d'opéra, mais alors, bien sûr, j'y vais. Et par curiosité, peut-être aussi pour faire quelque chose de différent, je suis allée à ce concert de l'actuelle chanteuse de Nightwish. Nightwish, c'est le groupe de métal symphonique. Donc, le métal symphonique, c'est quoi ? C'est 2 guitares électriques, une basse, une batterie, la base d'un groupe de métal. Et dans des claviers, il y a plein de samples de musique classique. Donc, il y a des cordes, des violons, des flûtes, il y a des orchestres entiers, des chœurs. Et ça donne un truc un peu musique de film, finalement, très, très épique. Et c'est souvent une femme chanteuse d'opéra qui chante. Et c'est juste génial. Et moi, je me suis retrouvée dans ce concert avec cette femme qui s'appelle Floor Jansen, qui était une Hollandaise de, je sais pas, 1,90 m de haut, tout en cuir, qui hurlait, qui parlait à la foule, qui chantait avec une voix incroyable, qui secouait ses cheveux immenses. Je me disais, mais c'est juste génial, mais je veux faire ça. C'est ce que je dois être. Enfin, il y avait un côté à la fois très rock, d'habiter la scène. Il y avait un côté très énergie entre la scène et le public. Il y avait ce côté power woman, front woman, mais aussi très masculin, aussi finalement, de sensualité, d'énergie. Il y avait tout ce qui me plaît, en fait. Et le lendemain, j'intégrais un groupe. Et j'avais 16 ans. Mon père, très ouvert d'esprit, m'avait fait construire dans la cave une salle insonorisée pour qu'on répète. Ça, les gens Il était savent vraiment pas. sympathique, hein. Oui, il était très chouette. Moi, il était un papa super. Ah, c'est dingue. Mais 2 ans après, il meurt d'un arrêt cérébral. Absolument. Il avait 50 ans, donc totalement personne s'y attendait, quoi. Et là, c'est un énorme coup de massue pour nous tous. Et on change de ville. On était en Lorraine, on part à Lyon. Moi, j'allais devenir probablement flûtiste. Je me souviens que je passe mon dernier examen 2 mois après sa mort. Je sais même pas, je sais plus du tout. C'est tellement flou. Je sais pas ce que j'ai joué. Je réussis. Je dis, je toucherai plus jamais ça. Je veux plus jamais entendre de musique classique. Ça, c'était mon blocage absolu. Lié à la mort de ton père. Ouais, parce que mon père, c'était la musique. Enfin, on a vécu ça avec lui. Et donc, c'était un rejet absolu de ma part. Je pouvais plus en entendre. Et mon autre passion à l'époque, c'était les livres. J'avais une grand-mère qui avait des bibliothèques, mais dans toute la maison, et des centaines de milliers de livres. Et elle les connaissait tous. Elle pouvait me parler de chaque livre. Une mémoire. Et donc, j'avais cette passion avec elle. Je lisais énormément de livres. Et donc, je me dis, bon, je vais faire de la littérature. Je venais de passer mon bac avec une super mention. J'avais vraiment un attrait pour ça. Et donc, je me dis, il faut que je fasse les études les plus dures. Parce que je sais que sinon, je vais me détruire. Enfin, j'étais en pleine dépression, quoi. Et donc, je vais en prépa. Je suis acceptée au lycée du Parc
à Lyon en prépa littéraire en Hippocane, qui sont des études qui sont déjà très difficiles quand on va bien, mais quand on n'est pas bien, c'est vraiment, vraiment très difficile. Mais comme je suis très compétitrice et que j'ai un truc où j'ai toujours envie de prouver à moi-même et aux autres que je peux le faire encore mieux, je me suis dit, je sentais que c'était la chose qu'il me fallait. Et première année catastrophique. En même temps de ça, j'intègre un groupe de métal qui tourne pas mal. On enregistre un album et on part à peu près tous les week-ends en tournée. Donc, il faut imaginer que je suis en Hippocane. Pas facile de faire les deux ensemble. Voilà. Mais je pense que c'est ma thérapie. Clairement, j'ai besoin des mots, j'ai besoin de la réflexion. Puis je me mets en philosophie, en spé philosophie. Et en même temps, j'ai besoin de hurler je pense, cette colère, cette tristesse, d'écrire mes textes et de les balancer comme ça. Avec le métal, c'est quand même la musique parfaite pour ça. Donc, je me retrouve tous les week-ends en concert dans des endroits devant 50 personnes, souvent totalement bourrées à 2 heures du mat. Voilà, ça, c'est la vie d'un métalleux, quoi. Donc, je prends ma voiture, je fais 10 heures, j'arrive en Bretagne, on chante devant personne, on dort dans des endroits pas possibles, on repart et le lundi matin, je suis en Hippocane. Donc, pas le type classique de l'élève d'Hippocane, mais puis en plus, je suis très, très, très dark à ce moment-là, très, très noire. Dans l'énergie que j'ai. Et moi, je me tourne justement vers un peu cette littérature, Baudelaire, Céline, enfin tout ce qui est un peu Nietzsche. Ça me nourrit, ça me fait du bien. Et puis j'organise à Lyon aussi des concerts métal. Et je suis toujours très... quand je suis passionnée d'un truc, je vais vraiment à fond. Et ça va être un peu un équilibre difficile parce qu'il y a en même temps le deuil que je fais pas. Il y a mes frères et sœurs qui sont complètement dans la musique classique. Donc, c'est très difficile. Et finalement, j'échoue complètement la première année. Je suis dans les 5 derniers de la classe. Je manque d'être virée de l'école, puisque normalement, on n'accepte que les 10 premiers. Mais j'ai des profs qui croient en moi, et ça va faire la différence. J'ai 2 profs de littérature et de philosophie qui sont mes grands supporters, alors que vraiment, j'ai pas des résultats à la hauteur, mais je sais pas ce qu'ils voient en moi à ce moment-là. Je suis déléguée de classe, je suis très investie pour mes camarades, donc peut-être c'est ça, je sais pas. Et du coup, comme ils croient en moi, je passe, et là je me dis, ok, il y a des gens, ils se sont battus pour moi, je dois les rendre fiers, quoi. Et ça va m'aider beaucoup à m'en sortir. Je vais vraiment commencer à travailler beaucoup plus, et de fil en aiguille, je fais une 3e année, et là je suis admissible à l'ENS, donc je réussis. En bataillant beaucoup, avec beaucoup de choses, mais c'est une vraie grosse victoire pour moi. Et à ce moment-là, l'ENS, il se passe des choses pas très claires avec la philosophie, avec une espèce de sabotage de concours d'un prof à Paris parce qu'ils n'avaient pas étudié l'œuvre qui était au programme. Enfin, ça me dégoûte et par principe, du coup, je refuse d'aller aux oraux. Et je bifurque et je pars en marketing parce que je me dis, je suis assez forte pour tout ce qui est organisation. J'organise des concerts métal, j'adore ça. Je vais utiliser cette partie-là de moi qui aime un peu prendre les choses en main, organiser. Je me dis finalement, l'événementiel, le culturel, ça peut m'intéresser. Et donc, je pars en école de commerce à Marseille. Et de là, mon premier stage, et ça c'est drôle la vie parce que c'est 4 ans plus tard, mon premier stage en école de commerce, c'est pour un festival de musique classique. Et c'est pas moi qui choisis, et les gens savent pas du tout d'où je viens, savent pas qui je suis. Et c'est un peu le clin d'œil de la vie. Je me retrouve de nouveau à devoir faire face à la musique classique. Et je suis très, très goth. Je suis même punk, hardcore. À ce moment-là, j'ai un look improbable. Et je me retrouve à faire face de nouveau à la musique classique. Et même sur scène, puisqu'à un moment, je remplace au pied levé un tourneur de page qui vient pas. Et là, je me souviens, je suis à côté de ce pianiste, c'est Franck Bralet. Je sais plus du tout ce qu'il joue. Et je tourne les pages et j'ai ces sensations qui m'arrivent. Je me dis, mais comment j'ai fait pour vivre sans ça, en fait? Et ça fait un premier switch, puis il y en aura 2 ou 3 autres. Et là, je décide, j'ai 25 ans quasiment, et c'est très dur comme décision, parce que j'ai pas fini mes études. J'ai déjà changé pas mal de villes. Là, je suis à Marseille à ce moment-là, je fais de la direction de chœur, je fais plein de trucs, j'ai toujours mon groupe qui marche bien, on commence vraiment à marcher de mieux en mieux. Je me dis, 2 ans de plus, et on arriverait à un super stade. Et je dois prendre cette décision et je quitte tout, en fait, en plein milieu de l'année. Et je pars m'installer à Vienne, en Autriche, pour commencer, du coup, le chant lyrique. Ça, c'est... Comment on fait ça? Ça, c'est comment, à un moment, on sent qu'on est appelé par quelque chose et qu'on... Pour moi, il y a trois... Moi, je crois beaucoup aux signes. Alors, c'est peut-être des signes peut-être que moi, je vois, mais je me dis,
il y a ce premier stage déjà. Je me dis non, mais voilà. Après, je vais à Vienne. Mon frère est à Vienne dans l'orchestre. Et il est percussionniste à cette époque. Maintenant, c'est un chef d'orchestre. Et on va voir un opéra qui s'appelle Simone e Boccanegra, qui est l'opéra de Verdi que mon père a le plus dirigé, que je connais par cœur, et qui raconte l'histoire d'un père et de sa fille. Alors, pour moi, c'est la triple difficulté d'accepter d'aller à cet opéra. J'en ai pas écouté depuis 5 ans, à ce moment-là, à peu près. Et là, après le premier acte, je fonds en larmes. Je peux plus me reprendre, en fait. Et je sors de la salle, on est à Vienne, et ma maman me court après, elle me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui dis « Mais c'est ça que je dois faire, en fait. » Et il y a une évidence, depuis toujours, de toute façon, je sais que c'est ça que je dois faire. Mais là, il y a un manque, il y a quelque chose qui m'appelle. Et il y a le troisième élément, c'est qu'une prof, je dirige des chœurs. Et du coup, je dirige, mais je chante. Et puis à un moment, pour montrer quelque chose, mon prof me dit « Mais c'est bien ce que tu fais, hein, mais tu devrais vraiment être chanteuse, en fait. » Je dis « Mais je chante dans un groupe de métal. » Il me fait « Non, non, non. Tu devrais être chanteuse d'opéra, il y a quelque chose, il y a une voix. » Je dis « Ouais, c'est un peu tard. » Et puis, cette prof me dit « C'est maintenant, mais c'est maintenant ou jamais, parce que c'est tard, c'est très, très tard. » En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est qu'il y a à la fois des gens qui te tendent la main. Donc ça, je suis beaucoup revenu dans les différents dialogues que je fais avec les gens, à quel point c'est central. C'est quelqu'un essentiel. qui croit en toi, là, quand toi, tu n'y crois pas. Ouais. Donc, on devient soi, pas en se regardant soi-même, mais par quelqu'un qui vous tend la main, mais aussi frappé par une forme d'évidence. Parce que les gens disent, on pense souvent que pour être soi-même, pour trouver son chemin, il faut s'examiner, s'écouter. Mais non, toi, tu t'es pas du tout écouté. Ça t'a saisi presque par surprise. C'est pas ça que... Si tu aurais réfléchi, on t'aurait dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Tu n'aurais jamais dit, je veux devenir chanteuse. C'est d'un seul coup, en tournant les pages, tu as senti, c'est ça. C'est pas ce que je voudrais, mais c'est ça. Oui, il y a ça. Mais après, quand même, il y a le moment où on fait ce choix. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait ce choix. Et tout le monde m'a dit, mais non, mais tu n'y arriveras jamais, c'est trop tard. Et là, par contre, on doit s'écouter soi. Là, j'ai compris que j'allais avoir beaucoup d'obstacles et j'ai pris cette décision, mais j'ai beaucoup hésité. Hein. Il y a eu beaucoup de moments où je suis à Vienne, j'ai rien, j'ai pas de travail, personne me veut, tout le monde trouve que je suis trop vieille. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? 25 ans, décider d'apprendre à chanter, quand la plupart des chanteuses chantent depuis déjà... Voilà, 10 ans, 5 ans. Oui, au moins 10 ans. En tout cas, 6 ans. Et tout le monde me dit non. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? J'ai tout quitté, j'ai rien. Et personne veut, aucun des professeurs vraiment solides ne veut te donner des cours. Ne veut même m'entendre. Et donc, je me dis, mais... Et en plus, il faut dire aussi, non seulement tu es âgé, mais les gens pensent que comme tu as chanté du métal, ta voix est foutue, parce que tu as tellement crié, et donc tu ne pourras plus jamais chanter. Et donc, les gens ne veulent même pas t'écouter, parce que de toute manière, tu es foutu. Alors oui, et d'ailleurs, c'est drôle, puisqu'il y a la seule prof, finalement, qui va me donner ma chance, qui va être ma prof, Heidi Brunner, quand on parle de rencontre. Elle me dit, mais avant toute chose, tu fais des radios de tes cordes vocales. Parce que ça sert à rien qu'on travaille sur un instrument qui est foutu. Et donc, je me retrouve à aller faire des radios, et puis ça va très bien, mes cordes sont nickel. Et là, elle me dit, ok, chante-moi un truc de ton groupe. Et là, il faut imaginer, je suis dans ce salon à Vienne, tout en parquet, velours, et je suis en train de lui hurler mes trucs. Mais je hurlais, mais je chantais aussi. Il y avait beaucoup de moments où je chantais avec ma voix claire, on appelle ça claire, ma voix normale, en fait. Et là, c'est drôle parce qu'elle me dit, mais en fait, tu as une voix lyrique. Juste, tu savais même pas, mais en fait, ta technique, c'est une technique lyrique. Et bien sûr, ça fait sens parce que toute ma vie, j'en ai entendu. Donc forcément, j'ai imité quelque chose que j'avais entendu toute ma vie. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins de travail que prévu, ce qui est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir que je fasse beaucoup de sacrifices parce que je ne peux que prendre des cours privés avec cette prof. Et là, la vie est incroyable parce que tout le monde me dit, tu vois, tu as perdu du temps à aller faire des études de lettres. C'est grâce à ça que j'intègre le lycée français de Vienne en tant que prof de littérature, parce qu'une prof est partie, ils n'ont personne. Moi, je mets un CV pour être surveillante. Ils m'appellent, j'ai 25 ans, et j'enseigne à des 16-18. Et je suis en prof en 5e, en seconde, en terminale. Et là, je pense que dans ma vie, j'ai deux calls. Il y a la chanteuse, mais il y a l'enseignement. Ça me passionne. Je suis faite vraiment, je pense, pour ça. J'adore transmettre, j'adore les gens, en fait. Donc... les jeunes, le dialogue avec eux, j'ai tellement aimé, j'ai failli même, parce qu'on m'ont proposé de me titulariser au bout de 2 ans, et j'ai dit, vraiment oui, mais j'ai fait tout ça, il faut que j'aille au bout d'abord de ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'enseignement fait beaucoup partie de ma vie, dans le chant. Mais voilà, du coup, la vie est bien faite, parce que tout mène à quelque chose. Alors, comment tu réussis à devenir chanteuse ? Donc, il y a les cours avec ce professeur.
j'intègre plusieurs chœurs, le chœur de l'Opéra de Vienne. Et il faut que je raconte cette anecdote parce que je suis la fille d'un grand chef, genre très, très connu dans le milieu du classique, que tout le monde adorait. Donc, il y a une des grandes raisons pour lesquelles j'hésite beaucoup aussi au début, c'est comment je vais faire face à mon nom et à mon père, et comment je vais me construire un prénom, et est-ce que les gens ils vont m'écouter juste parce que je suis sa fille, et qu'est-ce qu'ils vont attendre de moi par rapport aux autres. Enfin, il y a des vrais questionnements qui sont pas simples. En plus de tous les gens qui me disent que de toute façon ça sert à rien, que c'est trop tard. Heureusement, j'ai une maman qui est une femme extraordinaire et qui va me dire, écoute, maintenant t'es là, tu vas au bout, t'essayes, tu verras bien. Il y a personne d'autre qui sait. Et donc, je me souviens que je m'inscris pour cette audition des chœurs de l'Opéra de Vienne, où moi, j'ai été depuis que j'ai 7 ans. C'est-à-dire que mon père a dirigé là toute sa vie. Je connais l'opéra comme ma poche. Et de me retrouver dans ce théâtre, après qu'il soit mort, ou voilà, donc je me dis, oh là là, j'espère que personne sait qui je suis. Donc, je me souviens que je donne pas mon nom, voilà, mais il faut quand même bien que je montre mon passeport d'identité à l'entrée. Et on me dit, voilà, l'audition, c'est 5e étage, la salle des chœurs. Donc, j'y vais. Et je me souviens, j'ouvre la porte, je vois la scène, je lève la tête et il y a un énorme poster de mon père, mais juste en face de moi. Mais énorme. Et en fait, il y a tous les chefs d'orchestre morts dans cette salle. Tous les grands chefs qui sont plus là. Donc, et mon père est en plein milieu. Mais au-dessus de ma tête. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Moi qui voulais surtout pas y penser ou en entendre parler. Et là, le jury arrive, ils s'assoient, ils me font... Il vous regarde. Et là, je me dis, oh, c'est pas possible. C'est tout ce que je voulais éviter. Et là, il commence à me parler de cette tragédie, à quel point tout le monde ici a été dévasté. Et moi, je suis là, mais comment je vais faire pour chanter? Je suis en train de lutter là contre des émotions qui sont en train de me prendre. J'ai pas du tout envie de penser à ça avant de chanter. Chanter, c'est lié directement à notre âme, à notre profonde, à notre être. Et je suis là, non, n'y pense pas. Et en fait, je me dis, mais comment on peut ne pas penser à l'impact que ça va avoir? Évidemment, après, ça avait été terrible pour vous. Ben oui, c'était terrible, c'était il y a 5 ans, ça l'est toujours d'ailleurs. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce que je peux maintenant vous chanter Erda dans Rheingold? Donc voilà, c'était... Et en fait, vraiment, depuis toutes les auditions que j'ai faites, ça a toujours commencé comme ça. Et c'est presque ma private joke avec moi-même, de à quel moment on va me parler de mon père? Ah bah oui. Et donc, les gens me disent, oui, mais tu as eu beaucoup de chance parce que grâce à ton père, toutes les portes étaient ouvertes. Oui, mais il fallait quand même affronter tellement de choses à chaque fois que ces portes s'ouvraient. Une pression 10 fois plus grande, des attentes 10 fois plus grandes. Et cet amour qu'ils avaient pour lui et l'attente, du coup, qu'ils avaient envers moi. Et jusqu'à ce qu'on me réinvite dans les théâtres, j'ai toujours pensé que on m'avait invité que parce que j'étais sa fille. Donc, ça a été aussi tout un travail de se dire, ah, mais en fait, du coup, je vaux quelque chose, j'ai un prénom. Mais il fallait pour ça qu'un théâtre me réinvite, parce que s'il me réinvite, là, je me dis, bon, c'est que ça va, je dois avoir fait du bon boulot. Donc, ça a été une construction lente. Donc, après cette expérience de Vienne, je voyais bien que j'irais nulle part, parce que j'avais pas de structure, j'avais pas de réseau, j'avais rien. J'avais beaucoup de choses dans la littérature, mais pas du tout finalement dans l'opéra, à part l'opéra de Vienne, mais dans les chœurs. Et c'est pas ce que je voulais. Et du coup, ma prof m'a dit, va en Suisse. Je suis suissesse, après, j'ai un passeport suisse. Et là, il y a une super prof, auditionne pour elle. J'y vais. À l'époque, j'étais avec quelqu'un qui avait un travail à ce moment-là en Suisse, donc je me dis c'est l'occasion. J'auditionne pour cette prof. De nouveau, des rencontres. Brigitte Ballet, incroyable mezzo-soprane. Elle me dit, écoute... Donc j'auditionne, elle pleure, parce que c'est une personne très, très sensible et émotive comme moi. Et elle me dit, mais pourquoi tu viens pas au Conservatoire de Lausanne? Je dis, bah j'ai 29 ans, il y a un moment... j'ai 28 ans. C'est bon, ça fait depuis 18 ans que je suis en études, j'ai pas envie de refaire 5 ans d'études. Elle me dit, mais j'ai une place, si tu veux, j'organise une audition. Et moi, j'ai encore toute ma vie à Vienne, j'ai mes cours, j'ai mon appart. Je dis, ok. Et puis, je me retrouve là, auditionnée devant tous les profs de l'EMU, la Haute École de Musique de Lausanne. Et ils me prennent directement en master parce que j'ai la chance d'avoir fait un bachelor en flûte. Donc, j'ai plus 5 ans à faire, juste 2. Et là, je me dis, mais c'est de nouveau, changement de vie. Il me laisse 1 mois pour venir m'installer en Suisse. Donc, je rends mon appart, j'annule tous mes contrats. Je déménage en Suisse. La Suisse, c'est très cher. J'ai rien, j'ai pas d'argent. De nouveau, je me dis, comment je vais payer tout ça? Et de nouveau, et là, la vie fait que, enfin, pas la vie, non. J'écris à 300 chœurs de Suisse. Tous les chœurs de Suisse romande. Il y en a énormément. Et j'écris, voilà, je suis alto. À l'époque, j'étais alto, j'avais pas d'aigu.
et je cherche du travail. Donnez-moi n'importe quoi comme passion de bac. Voilà, j'ai besoin de travailler, j'arrive en Suisse. Voilà. La Suisse, c'est petit. Sur 300, il y en a 10 qui me répondent. Sur 10, il y en a 3 qui m'écoutent. Sur 3, il y en a 2 qui me prennent. Mais ces 2-là, je chante avec eux. Et ça commence à faire boule de neige. Et je vais faire tous les concerts possibles dans des endroits improbables, dans des hôpitaux, dans des golfs, dans des hôtels privés, des trucs où les gens vous écoutent pas, vous faites de la background music. J'aurais vraiment tout fait. Mais je me suis dit, il n'y a pas de petits concerts. Dans chacun de ces événements, il y aura peut-être une personne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a toujours eu une personne qui, après, a parlé de moi, qui m'a... Et en fait, ça s'est allé super vite. Et l'école était juste géniale. Donc, tu as beaucoup appris. Ouais, d'expérience, de gestion de tellement de choses, de stress, de créer des projets. Après, ce que je trouve passionnant dans ton histoire, c'est comment tu as réussi à trouver les aigus. Alors, d'ailleurs, peut-être on peut expliquer. Ah oui. On peut expliquer. Ça, c'est un sacré challenge. Oui, on peut expliquer. Donc, parce que quand on ne connaît pas du tout la musique classique, qu'est-ce que c'est voilà. Alors, moi, du coup, donc dans les femmes, dans les voix de femmes dans l'opéra, il y a plusieurs catégories et sous-catégories. Les principales, c'est soprane, donc c'est celles qui ont des aigus, mezzo et contralto. Contralto, c'est la voix la plus grave des femmes, et mezzo-soprano, c'est celle qui est entre le grave et l'aigu, ou qui plutôt va du grave à l'aigu. C'est une voix un peu plus chaude, un peu plus obscure, un peu plus sombre que celle de la soprano. Et moi, j'aurais voulu être mezzo-soprano, justement. Mais pour être mezzo-soprano, il faut avoir les graves d'un contralto et les aigus d'une soprano. Et moi, j'avais que les graves. J'avais pas d'aigus du tout. Et on ne trouvait pas pourquoi. On peut pas arriver à chanter dans les aigus comme ça s'apprend pas. Ça s'apprend, si, ça s'apprend, mais il faut... toi, tu n'y arrivais pas. Moi, j'arrivais pas parce qu'en fait, à l'époque, je savais pas pourquoi. Maintenant, je sais. Parce qu'il y a plusieurs techniques vocales. Et moi, j'avais une technique un peu qu'on dit à l'allemande, très à l'arrière de la gorge. Et donc, mon son était vraiment là, dans cette région-là. Et ça, c'est le son grave, en fait. Tu peux montrer jusqu'où? Oui. Par exemple, si je fais... Ça résonne ici, ça vibre ici, en fait. Et les aigus, ils sont dans les harmoniques qui sont plus dans le masque. Ça, c'est vraiment du résumé. Le masque, c'est ça. Ah. C'est des résonateurs qu'on a là. Par exemple, si je fais « moi », c'est tout de suite, ça perce. Ça vous fait... Si je fais « ta », ce son nasal, comme on entend quand on va en Italie ou en Espagne ou en Amérique, c'est ce son qui est très... c'est en fait le métal de la voix, c'est les harmoniques aiguës de notre voix. Et moi, j'avais rien du tout ici. Donc, je chantais très... un peu comme on pourrait penser, une voix un peu russe. C'est aussi une façon de parler qu'on a en France. Ça vient beaucoup de notre langue, de notre physionomie. Donc moi, j'étais très centrée dans la gorge et la poitrine, la voix de poitrine. Et j'avais pas cette résonance-là. Plein d'années d'études et tu n'arrives pas à avoir dans les aigus. Et en fait, parce que j'étais que dans des écoles de chant qui focus là-dessus. Et c'est un jour, en allant voir un prof espagnol en Italie, qui me dit « Mais t'as pas d'aigus ?» Je dis « Non ». Et du coup, j'étais condamnée à chanter que des trucs de vieilles, c'est-à-dire que des rôles de vieilles dames, des rôles qu'on fait en fin de carrière. Et j'étais là, mais je vais quand même pas faire que des servantes et des sorcières toute ma vie, tu vois. Et finalement, ils me disent, écoutez, si vous voulez, on va faire 2 exercices. Ça va être affreux, vous allez détester. Mais je vous garantis que vous allez monter dans les aigus. Je suis alors, franchement, voyons ça. Et il me fait faire, j'essaie de pas faire trop fort, mais un truc vraiment affreux de nasalité extrême, parce que comme j'avais rien là, donc c'était, je me souviens très bien, ça s'appelait Di Primavera, mais il fallait le faire vraiment comme ça. Donc je faisais Di Primavera, une voix de canard. Et moi je fais ah non mais c'est affreux, je veux jamais chanter comme ça. Il me dit attends, et on monte et je monte. Et là je sens des sensations que j'ai jamais eues. Genre il y a tout qui commence à vibrer dans mon visage. J'ai l'impression que tout ça c'est libre, il y a pas de poids. Je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis à la fin il est sur le piano, il fait là tu crois qu'on est où là? Et je lui dis je sais pas, on doit être à là, sachant que ma note la plus aiguë, c'était un sol. Le sol, c'est là, mais après, il y a encore tout ça. Et j'étais arrivée encore plus haut qu'une soprano. Et là, il me dit, t'es à contre-ré. Contre-ré, c'est presque la reine de la nuit. C'est très, très haut pour une mezzo, ça c'est même... Et là, je le regarde et il fait, maintenant, ça, c'est le chemin. C'est bien sûr pas le résultat, tu vas pas chanter comme ça. Mais tu dois développer ça. Ça va te prendre 1 an, tu vas chanter moche, tu vas pas aimer. Mais ça va changer ta vie. Et donc, j'ai de nouveau fait un choix
de me dire, bon... C'est une histoire de dingue. Voilà, Ouais. avant qu'on aille plus avant, juste, on est dans une impasse et il y a quelqu'un qui a une solution. Ah non, et mais c'est... c'est juste... Pour moi, c'est Dieu à ce moment-là, on doit dire. C'est dingue. Donc après, tu prends cette décision complètement incroyable de pendant 1 an... Chanter avec beaucoup de masques, et c'est pas très beau. Mais d'un coup, tout mon répertoire change. Parce que c'est chanter avec le masque, donc c'est chanter de manière un peu nasale. De manière très nasale. Donc c'est pas très agréable, mais ça permet de monter... Ça va déverrouiller en fait tous ces résonateurs. Et donc tu prends... Là, il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir beaucoup de courage parce que j'aimais beaucoup plus ma voix d'avant. Et il m'a dit, t'as le choix. Soit tu gardes ta voix d'avant, c'est très joli avec un piano, tu pourras faire un répertoire de lead russe, allemand, voilà. Soit tu fais ce choix-là, parce qu'il me dit là, ta voix, elle passe pas à 5 mètres. Parce que bien sûr, c'est une voix qui est très pour soi. En fait, on aime s'entendre. Quand on est un chanteur, on s'écoute. On s'écoute, mais nos oreilles, c'est pas ce que les gens entendent. Donc moi, je m'entends très bien, mais je projette pas ma voix si j'ai pas d'harmonique, en fait. Et c'est ce que j'ai compris parce que je suis allée voir juste après, et ça m'a convaincue, je suis allée voir un Strauss. Il y avait 2 chanteuses. Il y en avait une qui était très imposante, et j'avais vu la répétition, elle avait une voix, j'étais là, waouh, c'est énorme, ça faisait énorme. Une énorme voix. Et l'autre, elle avait l'air d'avoir une beaucoup plus petite voix, mais très métallique. Et je trouvais pas ça beau. Et après, je suis allée dans le public pour le soir de la représentation. Et c'était l'opposé. Celle qui avait une voix énorme, en fait, on ne l'entendait pas. Et celle qui avait la voix la plus laser, elle passait comme ça. Bah, et j'ai fait, ah ok. Et là, j'ai compris, en fait, mais c'est presque de la physique. C'est tellement logique, finalement, quand on y pense. Et j'ai dit, ok, je vais sacrifier peut-être une grande partie de la richesse et de la chaleur de ma voix. Mais je la retrouverai, parce que je sais comment ça fonctionne. Maintenant, il faut que je comprenne ça, et après, je ferai un... Et maintenant, c'est ce que j'ai fait. J'ai contrebalancé un peu le tout, pour avoir à la fois la profondeur et ça. Mais depuis, j'enseigne cette technique, et elle est à 100%, c'est 100% de réussite. Tous les élèves qui viennent me voir, j'ai pas d'aigu, je fais « Ah, alors ça tombe bien, parce que j'ai la solution ». Et je suis tellement heureuse de pouvoir apporter ça à des gens qui n'ont pas à attendre, comme moi, 5-6 ans que quelqu'un comprenne. Et c'est fou, en fait, mais c'est passionnant. Alors comment, à partir de là, donc tu as dû travailler ta voix, comment tu commences à rentrer à l'opéra et chanter à l'opéra? Eh bien, l'école dans laquelle je suis, elle est à 200 mètres, même pas 100 mètres de l'Opéra de Lausanne. Et le directeur organise 2 fois par an des auditions. Donc j'y vais. Et c'est quelqu'un qui est très fidèle, c'est-à-dire qui vous réécoute régulièrement pour voir où vous en êtes dans votre parcours. Et donc je vais régulièrement chanter pour lui. Régulièrement, il me donne des rôles. Alors de la marchande de journaux où je fais une phrase, à la troisième dame dans La Flûte enchantée, et plus tard à des rôles plus importants, en fonction de l'évolution. C'est beau, c'est une énorme chance. Il y a très peu de gens qui prennent ce temps-là. Je vais aussi faire tous ces projets improbables de l'école qui sont payés une misère, mais qui vont me permettre de faire mon expérience, justement. Je me souviens de ce golf où il n'y avait que des Ferrari et des Porsche en Suisse, hein, évidemment. Un golf incroyable et tout. Et ils voulaient vraiment une chanteuse d'opéra. Je prépare tout un récital avec une thématique, avec ma pianiste. On est toutes jeunes, c'est la 3e année d'études. Et on y va. On ne nous sert pas un verre d'eau. On nous met dans un coin. Personne... Je parle un peu à des gens. Ah oui, moi j'adore l'opéra, j'adore l'opéra. Je commence à chanter. Tout le monde s'en va. Tout le monde quitte la salle pour aller sur la terrasse pour discuter. Littéralement tout le monde. Et là, je fais wow. Et je regarde la pianiste, je fais ok, on a fait notre récital devant personne. Et ça vous apprend beaucoup de choses. Et là, je me disais un jour, j'aurai un nom où je pourrais à ce moment-là me lever et partir. Mais ça apprend l'humilité, hein, ça apprend aussi que finalement, des fois, on va dans des campagnes devant des gens qui connaissent rien du tout, qui vous écoutent, mais qui reçoivent ce que vous voulez leur donner, mais avec une ouverture d'esprit comme ça. Et des fois, on est dans des milieux où les gens, ils prétendent aimer ça, et en fait, c'est plus un univers social. Et finalement, il y a de tout dans chaque public, mais ça m'a vraiment appris. Je suis allée dans les prisons, je suis allée dans les hôpitaux, je suis allée dans plein d'endroits avec cette école, et j'ai découvert des publics très, très différents, avec des récitals que je créais qui étaient justement très ouverts. Et ça a été le début, je pense, de qui je suis aujourd'hui dans la musique classique, ou de qui j'ai envie d'être. Donc tu deviens donc chanteuse d'opéra. Voilà. Et je voulais venir sur un aspect que les gens qui connaissent pas forcément l'opéra ne savent pas. C'est que tu chantes beaucoup de rôles dans lesquels tu es souvent des hommes. Oui. Il y a une sorte de liberté par rapport au sexe qui est très étonnant dans l'opéra. Il y a des femmes qui jouent des hommes qui jouent des femmes. Exactement. Et je trouvais que ce serait intéressant pour ceux qui ne connaissent pas forcément
que tu racontes ça. Oui, je trouve que c'est un des éléments hyper modernes de l'opéra finalement. Dans ma catégorie de voix dont je parlais tout à l'heure, la mezzo-soprano, comme on a une voix un peu grave, c'était un peu coutume, à l'époque de Mozart par exemple, de faire en sorte que les jeunes garçons, comme quand on est un garçon et qu'on a 14 ans, la voix mue, on ne peut pas vraiment chanter. C'est vraiment la période la pire pour chanter, parce que la voix change. Donc dans ce cas-là, on prenait des mezzos, donc des femmes avec des voix graves comme moi, pour jouer des jeunes hommes. Pour faire le contraste entre un homme mature sur scène, un homme mûr, un homme adulte, et un adolescent. Qui, en fait, quand on est adolescent, on passe d'une voix féminine à une voix masculine, un petit peu, si on fait des clichés. Et du coup, alors, j'ai lu certaines recherches qui parlent du fait qu'en fait, c'est aussi parce que, du coup, les hommes voyaient des femmes ils voyaient leurs jambes sur scène, puisque du coup, les rôles pantalons, forcément, on montre un peu de jambes. Donc, c'était aussi une des raisons, apparemment, pour laquelle on aimait bien mettre des mezzo-sopranos pour chanter les rôles de garçons. N'empêche que j'ai énormément de rôles très différents en tant que mezzo. C'est-à-dire qu'à la fois, puisqu'on a cette voix un peu plus chaude, plus grave, on a plein de rôles très sensuels, comme Carmen, par exemple, qui est la femme fatale par excellence. On a des rôles de méchante, du coup aussi. On a des rôles de garçon. On a des rôles de guerrière. Et donc, en fait, moi, je suis juste tellement soulagée et contente d'être une mezzo. Parce que quand on est une soprano, on a beaucoup moins de variété de rôles. On est souvent l'héroïne un peu victime de son destin, d'une maladie, d'amour. Et ça je trouve que ce serait un peu triste pour moi à jouer. J'aurais beaucoup plus de mal à jouer ces personnages-là que les personnages que j'ai dans mon répertoire. Et je trouve ça hyper enrichissant parce que, par exemple, pour jouer Carmen, j'ai appris beaucoup de choses sur ma propre féminité. J'ai été obligée de chercher en moi, parce que, mine de rien, j'ai découvert que j'étais un peu timide sur certaines choses sur scène quand même. Il y a des côtés un peu comme ça où il faut être hyper sexy et tout. Je me sentais pas. Autant faire un garçon des combats d'épée, alors il n'y a pas de problème, ça c'est mon univers. Mais autant être une femme très sexy, très sensuelle, très fatale, j'avais un peu de mal sur scène. Et du coup, j'ai vraiment été obligée d'aller chercher ça en moi et de découvrir une partie de ma féminité. Et inversement, j'ai pu nourrir des rôles masculins grâce à ma masculinité. En fait, je trouve qu'un rôle, ça nous nourrit tout autant qu'on nourrit le rôle. Et c'est ça qui est génial dans l'opéra, c'est que en découvrant ces personnages, en les nourrissant, en les créant, je découvre beaucoup de personnages en moi, en fait. Et donc, il y a tout cet aspect aussi, particulièrement aussi chez Handel, où on voit tous ces basculements, ces femmes qui, dans l'opéra, se déguisent en hommes, comme... Exactement. Bradamante, dans Alcina. Dans Alcina. Donc, Bradamante que tu as joué, c'est une femme qui se déguise en homme pour aller chercher son mari qui est prisonnière chez une sorcière. Donc, on est complètement hors de la fermeture un peu au 19e siècle où la femme, ce qu'on connaît beaucoup de l'opéra, voilà, la femme qui est trahie par un homme et qui pleure tout l'opéra avant de mourir à la fin. Mais donc, c'est important pour les gens de voir qu'il y a plein d'autres choses et qu'on a le rôle d'une femme qui se déguise en homme pour aller chercher son mari qui est prisonnier et celle qui se débrouille. Et dans l'opéra, au début, on pense que c'est un homme. Donc, c'est la femme qui se fait passer pour un homme. Et donc, avec tout ce jeu des voix, c'est quand même... Et donc, il y a tout un vertige de la voix et de l'identité qui est au cœur de l'opéra et qui est très actuel. Exactement. Chérubin dans Mozart aussi, qui se déguise en femme, qui a un personnage très ambigu, parce que c'est en fait une femme qui joue un garçon qui se déguise en femme, comme Octaviane d'ailleurs dans Rosenkavalier. Finalement, c'est assez courant. C'est assez courant. Donc, voilà, je trouve que c'était... Ouais. Tu disais tout à l'heure que quand tu étais... enfant, l'opéra, voilà, c'était un peu statique. Il y avait des grands décors. On peut dire qu'aujourd'hui, l'art du théâtre est beaucoup plus intégré à l'opéra. Et c'est quelque chose qui te passionne beaucoup parce que tu t'es découvert non seulement un grand plaisir pour chanter, mais aussi pour l'art de la scène. Et tu apprends un nombre de choses. Tu as appris à manier l'épée, à te battre en duel... à monter au sommet, tiré par des fils et tout. Peut-être c'est intéressant de parler un peu tu parles beaucoup de l'importance du théâtre dans l'opéra et dans ton travail de chanteuse. Oui, je pense qu'il y a vraiment eu un élément nouveau depuis une dizaine d'années. Vraiment, aujourd'hui, j'ai presque l'impression que, en tout cas, ça a autant d'importance d'être un très bon acteur qu'un très bon chanteur. Déjà parce que la concurrence est énorme. Il y a beaucoup de très bons chanteurs. Donc la différence va se faire sur est-ce que lui, il est capable justement
tout en chantant un air hyper difficile, se battre au couteau, danser. Là, en ce moment, je fais un drag queen avec une barbe à paillettes sur des talons comme ça, avec un immense plumeau qui doit faire des chorégraphies dans tous les sens tout en chantant. Euh, Aujourd'hui, c'est du sport d'être un chanteur, c'est être un athlète, c'est être un acteur. Et du coup, je trouve que ça enrichit notre art et ça le modernise aussi beaucoup. C'est-à-dire que je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de streaming aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'écrans. Et notre jeu, il a dû s'affiner parce que quand on pense qu'on doit jouer pour 1500 personnes dans un théâtre, on doit exagérer le mouvement. Parce que si je vous fais juste ça, vous ne le voyez pas au rang tout là-haut du balcon. Donc il faut qu'on exagère, il faut qu'on ait des maquillages un peu plus extravagants, il faut penser au public. Mais quand on est filmé, et je trouve d'ailleurs c'est une vraie question, on doit, quand on regarde un film, si je vous faisais à chaque fois, c'est Henri Dess, je veux dire, c'est Henri Dess, c'est comment il s'appelle, Louis de Funès. Je veux dire, on a passé ça, on a changé, on a évolué aussi au niveau des films. Et je me dis toujours, c'est dommage, les représentations où on est filmé, on donne moins parce qu'on sait qu'on est filmé, donc on est beaucoup plus dans la subtilité d'un personnage. Mais du coup, pour le public qui est là ce soir-là, je suis toujours désolée pour le troisième balcon parce que je me dis, ils vont voir beaucoup moins de choses. Alors, ils le verront après sur l'écran. Et d'ailleurs, inversement, toutes les écoles de théâtre, moi j'ai fait Stanislavski, dans mon conservatoire, c'est souvent un retour à la pureté de l'expression, pas de bras, on fait plus ces grands trucs comme ça, c'est fini. On est beaucoup plus comme ça et l'émotion doit naître du texte et de notre expérience, mais on ne doit pas la surjouer, on ne doit pas la jouer. C'est hyper intéressant. Mais du coup, des fois, je me dis, ça marche peut-être dans des petits théâtres, mais il y a eu un moment où je me souviens avoir lu une critique qui disait que je ne donnais rien sur scène. Je dis là, enfin, c'est n'importe quoi. J'ai tout donné, je veux dire, j'ai fait 30 000 expressions de visage. Mais oui, mais après, j'ai vu la vidéo. Et j'ai vu des gros plans où on voyait tout ce que je donnais. Et après, ils dézoomaient et on voyait une fille plantée là qui faisait rien. Et j'ai compris, j'ai fait, oui, mais attends, on est dans une forme d'art où il y a un côté théâtre, mais il y a un côté, c'est de l'opéra quand même. Donc il faut quand même qu'on puisse communiquer avec des gens qui sont très loin. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie question. J'aimerais bien, par exemple, qu'un streaming, il n'y ait pas le public dans la salle. Que ce soit autre chose. Parce que c'est une autre façon. L'écran ou le live, ce sont deux choses différentes, je pense. Mais ce qui est génial, c'est qu'on se pose cette question aujourd'hui. Ça veut dire qu'on évolue énormément dans notre art. On a aujourd'hui beaucoup d'opéras qui sont chorégraphiés complètement. Sidi Larbi Cherkaoui, par exemple, qui met sur scène des danseurs de Vogue, de walking, de hip-hop, dans des opéras comme Alceste de Gluck, que j'ai fait avec lui, où là, on n'a pas un personnage vraiment. Alors ça, je pense que ça t'aurait tellement plu, en fait. Parce qu'on est vraiment dans une expression totalement différente du geste et de la voix. Et puis l'émotion, elle naît de ça. On ne joue rien. Donc c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve qu'il y a une diversité de mise en scène, de chorégraphie, d'idées qui est hyper enrichissante. Et je voulais qu'on parle aussi du cancer que tu as traversé. Mm-hmm. Si tu peux raconter comment tu l'as appris et pourquoi tu as décidé de vouloir en parler. Oui, alors c'était juste avant le Covid. J'étais sur une grande-duchesse de Gerolstein, c'est un grand rôle d'opérette, à Lucerne à l'opéra, c'est là où j'ai commencé. Donc tout le spectacle reposait sur moi. Ils avaient vraiment fait vraiment tout par rapport à ma personnalité. Donc c'est important parce que ça va expliquer beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai senti dès les premières répètes que j'allais pas bien, que j'étais fatiguée. Je suis pas du tout quelqu'un qui est fatigué normalement. J'avais pas d'énergie, ça non plus. J'avais mal quand je respirais, je me sentais pas, j'avais du mal à manger, je perdais du poids, c'est que des trucs qui m'arrivent jamais, même si j'aimerais bien. Il y avait un truc qui allait pas. Et donc je suis allée voir plusieurs médecins. Et quand on est malheureusement, hein, sur 5 médecins, 5 sur 5 quand même, je leur dis que je suis oppressée ici quand je respire, ils me disent que je suis angoissée. Alors je leur dis, écoutez, je me connais très bien, je ne suis pas quelqu'un d'angoissé, du tout. Si, bah ça c'est typique les gens angoissés. C'est terrible ces trucs. Et donc ils me donnent des anxiolytiques qui fonctionnent évidemment pas. Après on me dit que j'ai de l'asthme, alors que j'ai pas de l'asthme. Après on me dit que j'ai de l'allergie, enfin bref. Les reflux, enfin je dis mais je connais très bien mon corps, je suis une chanteuse d'opéra, je vous dis qu'il y a un truc qui va pas. Personne me croit, finalement je sais qu'il faudrait que je parte à l'hôpital, mais je peux pas quitter cette production, puisque tout est vraiment un travail d'équipe, voilà, et que je fais le personnage principal et que je me dis, oh, je peux pas faire ça, enfin, la culpabilité, tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, qu'en fait, on devrait toujours passer en priorité notre santé, notre corps, nous-mêmes. Mais donc, bref, finalement, je tombe dans les pommes le jour de la première, en plein spectacle.
Enfin, j'avais un corset en plus, enfin l'horreur. Je peux plus respirer. Et là, on m'emmène à l'hôpital. Et là, en fait, ils me disent que je vais rester plus longtemps que prévu parce qu'il y a un énorme masse dans mon thorax. Donc, je le savais, en fait. Ça fait 2 mois que je sais que j'ai un truc dans le thorax. Ça fait 2 mois que je le dis. Mais là, au moins, on fait une image et on voit un truc, mais énorme comme ça. Et en fait, là, pendant 2 semaines, le temps qu'ils fassent la biopsie, on me dit tout. On me dit que je vais mourir. On me dit que je trouverai jamais plus ma voix, que je chanterai plus jamais. Si jamais je mourrais pas, en tout cas, voilà, c'était impossible parce que c'était clairement un cancer. Et qu'en plus, du coup, chimiothérapie, radiothérapie, ça allait forcément avoir un impact vu qu'elle était très haute sur mes cordes vocales qui sont juste là, quoi. Donc voilà, heureusement, là, j'écoute pas grand monde. Je suis entourée de ma famille et je dis, moi, tant que j'ai pas un résultat, je vous crois pas, en fait. C'est mon côté j'ai un côté très rationnel que les gens connaissent peu, parce qu'on me voit surtout, je pense, pour quelqu'un de créatif, mais je suis très, très rationnelle. Heureusement. Et du coup, finalement, dans ma malchance, grande chance, c'est un lymphome de Hodgkin. C'est-à-dire que c'est un cancer qui se soigne à 98%. Donc, on sait comment soigner. C'est pas drôle, hein, c'est 8 chimios, 15 radios, mais rémission normalement complète. Donc, moi, on me donne un plan. Moi, je suis taureau, hein, de signe du zodiaque, donc j'y vais, quoi. Je pose pas de questions, j'y vais, je me mets en mode guerrière. Et le seul truc, c'est que je suis essoufflée, mais c'est terrible parce qu'en fait, ça a attaqué mon poumon gauche qui a développé une pleurésie. C'est une infection de la peau qui entoure les poumons. Traviata, elle meurt de ça dans l'opéra. Donc, je connais bien le nom. Et c'est assez intéressant si on cherche un peu pourquoi la manifestation, c'est la pleurésie. Les Chinois pensent que c'est dans la philosophie chinoise ou la médecine chinoise, ils pensent que la pleurésie, ça vient de quand on n'a pas assez pleuré. Forcément, ça me rappelle quand même beaucoup le deuil de mon père, le fait que justement, j'ai pas pleuré. Je me dis, il y a peut-être des choses. Là, c'est l'émotion. Le thorax, c'est l'émotion. Est-ce qu'il y a eu des choses que j'ai pas, peut-être je sais pas, je me pose beaucoup de questions à ce moment-là. Et je décide de créer quelque chose en attendant, parce que c'est un peu long, 6 mois d'arrêt. Et surtout, je décide de ne pas en parler à personne de monde de l'opéra, parce que je veux pas qu'on me mette l'étiquette cancer, malade, potentielle morte, non fiable, qui serait sûrement arrivé si j'avais dit ça, sachant que j'étais au tout début de ma carrière. Je me suis dit, j'ai mon début à la Scala en novembre. Je finis ma chimio en septembre, enfin ma radiothérapie. Je veux être à la Scala en novembre. Je veux pas que si je leur dise ah oui d'ailleurs j'ai un cancer, ils annulent. Enfin clairement, c'est parce qu'on sait jamais. Donc je me suis dit bon, je dis rien. Donc j'avais ma perruque qui ressemblait un peu aux cheveux que j'ai aujourd'hui, et je me suis rasé le crâne en pensant que j'allais perdre mes cheveux. Je les ai jamais perdus. Donc ça c'est typiquement moi aussi. J'aime bien prendre action avant qu'il se passe des trucs, mais bon. Donc il y a eu plein de choses comme ça. J'ai été très entourée. Et je pouvais pas chanter parce que 3 pas, en fait, je pense que pour aller jusqu'à toi, ça m'aurait pris longtemps. Parce que j'étais tellement essoufflée. Du coup, je pouvais clairement pas chanter de l'opéra pendant ces 6 mois. Je pouvais chanter autre chose. Et c'est là que j'ai redécouvert John Dowland, donc la Renaissance, avec du luth. Et j'avais un projet, en fait, qui était en cours juste avant que je tombe malade, avec du luth, de l'électro, où on mettait en rapport Dowland avec Metallica, Björk, Lana Del Rey, sur la mélancolie. Et ça a été vraiment ma thérapie, en fait, ce projet. C'était la seule chose que je pouvais chanter, donc je m'asseyais, j'avais un micro, et je pouvais encore chanter avec un tout petit peu de voix. Et c'est là où j'ai compris, en fait, qu'on pouvait aussi chanter une émotion autrement, avec une simplicité absolue et une vulnérabilité que jusqu'alors, je pense, j'avais jamais vraiment voulu explorer. Et du coup, de là est né mon projet qui s'appelle Mélancolia. Il était né avant, mais il a été, disons, reconstruit après. Et ça a été une grande sérénité, un grand apaisement, parce que pour moi, c'était les ténèbres et la lumière. Et c'était vraiment... J'étais en plein dedans, quoi. Pas pour la première fois de ma vie, malheureusement. Mais je me suis dit, le jour où je m'en sors, parce que j'ai jamais douté de ça, j'attendrai, mais un jour j'en parlerai. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte de la double punition, la double peine que c'est d'être malade, de ne pas pouvoir en parler, de devoir mentir, de devoir le cacher et d'être isolée du coup. Parce qu'à part ma famille et mes proches, il n'y avait personne qui savait. Donc les gens me croisaient dans la ville et je faisais comme si tout allait bien et les gens me croyaient parce que j'ai quand même une grosse énergie même quand je suis apparemment malade. Bref, et beaucoup de chance, tout allait très bien, je suis en rémission complète. Mes cheveux, voilà, ils ont repoussé.
J'ai fini ma radiothérapie en octobre, parce qu'il y a eu un décalage. Et en novembre, j'étais à la Scala, alors qu'il m'aurait fallu 6 mois normalement de rééducation. Mais j'ai dit non, c'est hors de question que je passe à côté de ça. Donc j'ai caché à tout le monde. Je me souviens, je chantais ma répète, dans ma loge, je m'écroulais par terre. J'avais aucune force en fait. Je sais pas comment j'ai fait. Heureusement, c'était un petit rôle, donc j'avais juste une apparition. J'avais quand même tout un combat d'épée à faire, justement. Je pense qu'on puise en soi, on trouve une force. C'était tellement une revanche, c'était tellement une joie de me dire je peux rechanter. Même si ma voix, elle était pas encore vraiment là. J'arrivais pour le rôle que je faisais, c'était suffisant. Et après, le Covid est arrivé et ça m'a sauvée. Parce que j'ai pu vraiment, du coup, j'ai dû m'arrêter complètement et me remettre en forme. Et j'ai fait ça. Et après le Covid, je pense que j'avais une telle volonté d'exprimer tellement de choses. Parce que j'ai le cancer, je reprends, bam, le Covid. Je me dis, c'est quand même, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans presque sans chanter finalement, à part la Scala. Et du coup, ça a été, je pense qu'il y a vraiment un avant-après artistiquement, pour moi, clairement. Et je pense que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses que j'ai envie de... Et du coup, voilà, j'ai sorti ce disque Mélancolia là en octobre, là, il y a quelques mois. Et j'ai dit, la cover de ce disque, ce sera ma tête avec le crâne rasé. Et je vais parler du cancer. Et donc, dans le disque, j'ai un extrait de mon journal intime que j'ai mis en bouclette. Je me suis dit, plutôt que d'écrire une biographie, ce sera tellement plus pertinent et ça racontera sans pathos, hein, c'est juste des extraits de vie, du projet, de ma vie à ce moment-là. Et je me suis dit, si ça peut donner aux gens un peu de force, si ça peut leur permettre de se dire, je suis pas seule là-dedans, et il y a une vie après, et elle peut être incroyable, et faut pas croire à tout ce qu'on nous dit, parce que si j'avais cru à tout ce qu'on m'a dit depuis le début, je serais jamais où je suis aujourd'hui. Tu n'aurais pas chanté. J'aurais pas chanté, Tu j'aurais serais pas changé de découragé. vie 5 fois, j'aurais... et je pense que c'est important, ouais, de donner ce message qu'en fait, il faut croire en soi. Il faut croire aux gens qui nous... Parce que quand même, comme tu disais si justement, il y a beaucoup de gens qui m'ont tendu la main à des moments clés et qui sont des gens clés. En fait, mon parcours, il n'est rien sans ces gens-là, en fait. Euh, et je pense que la vie nous guide. Moi, j'ai vraiment une foi en ça parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, mais j'ai aussi provoqué ces moments. Donc, il y a aussi quelque chose en soi qui nous pousse. Je pense qu'on pourrait l'appeler le bourgeon, du coup, parce que ça m'a énormément parlé, forcément, ce livre. Parce que le découragement, il a été quand même très souvent là. Je veux dire, là, comme ça, on ne dirait pas, parce que je suis quelqu'un qui, je pense maintenant, qui a une soif de vivre qui est encore plus grande qu'avant, mais je l'ai toujours un peu eu. Mais je pense qu'il est nécessaire aussi pour qu'on... Ça, c'est mon côté peut-être nietzschéen, mais je pense qu'on a besoin de ces moments-là où on est un peu face à... Soit on est tout seul, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a en face de nous? Là, quand je suis malade, j'ai ma famille, j'ai mon soutien, mais où est-ce que je puise cette force? En qui je crois à ce moment-là? En quoi je crois? Qu'est-ce qui va me permettre d'aller de l'avant? Et c'est tellement... Oui, c'était tout ça que j'avais envie. Et moi, ma façon de m'exprimer, c'est par la musique. Peut-être un jour, je le ferai par l'écriture, mais j'avais envie de sublimer, en fait, tout ça, sans cacher le côté sombre, parce qu'il est là. Pour moi, il a toujours été en moi aussi. Et je suis très attirée par ce qui est sombre. Et donc, dans ce disque, il y a ce côté sombre, et il y a ce côté aussi très lumineux. Parce que c'est ce qui me guide, en fait, aussi. C'est cette lumière, je pense, toujours. Et cet amour des autres et de la vie. Et du coup, voilà, je me suis dit, il faut être courageux. Ça reste courageux et ça reste risqué d'en parler aujourd'hui pour moi. Parce que je sais qu'au moindre moment où je vais annuler un concert, annuler un spectacle, parce que je suis un peu malade, je sais que les gens vont y penser tout de suite. Et je sais que maintenant, je vis avec ça. Je sais que les gens associeront probablement mon nom avec métal, comme voilà, paddle tennis, parce que j'en parle tout le temps, et cancer. Voilà. D'ailleurs, si on regarde les recherches Google, c'est ça. C'est Marina Viotti métal, Marina Viotti paddle, boyfriend quand même, et cancer. Et ben tant pis, j'associe mon nom à ça, mais en espérant que ça apporte, que ça peut-être aussi ça lance une discussion sur, je pense, notre société qui a tendance à condamner la maladie et les faibles, et que c'est pas une faiblesse en fait, et que je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, quand on a un cancer, pendant 10 ans, on peut pas emprunter après. On peut pas avoir d'emprunt, on peut pas avoir d'assurance vie, peut-être même pas d'assurance santé dans certains pays. C'est pas normal en fait. Je me dis, on a survécu à ça et on continue à payer derrière. Il y a plein de choses qui vont pas. Et je pense qu'il faut qu'on en parle. Et donc, je me suis dit, ben, j'allais utiliser un peu le momentum actuel pour pouvoir lancer ces discussions-là aussi.
Ben, merci infiniment. C'était merveilleux de Merci à t'entendre. toi. Et j'espère que tu donneras envie à plein de gens de t'entendre chanter. Merci. J'espère que ça redonnera plein de force pour la suite aussi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à vous abonner et à me faire part de vos commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. N'hésitez pas aussi à regarder l'autre chaîne. Vous savez, j'ai une deuxième chaîne YouTube et un autre podcast qui se nomme J'ai demandé à Fabrice, dans lequel je réponds à toutes vos questions. À toutes vos questions sur ce qui concerne notre existence. Eh bien, merci de votre attention. Je vous embrasse.